Nous sommes le lundi 8 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. À Parakou, les tricycles sont interdits de circulation entre 18h et 6h. Objectif, réduire les risques d'accidents de circulation causés par ce type d'engin. Les explications du maire Inoussa Chabizime à suivre. À suivre également dans cette édition le compte rendu des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique. Célébration ce samedi du 40e anniversaire d'existence du Lions Club Cotonou-Doyen. Président et membres du dit club ont passé en revue les actions menées et défini de nouvelles orientations. Merci de nous préférer pour vous informer. Depuis un certain moment, les mototricycles sont de plus en plus impliqués dans les cas d'accidents de circulation et de vol. Face à cet état de choses, le conseil municipal de la ville de Parakou a décidé de l'interdiction de circulation à ces engins à 3 roues de 18h à 6h du matin, donc au cours de la nuit. Les concernés se désolent du caractère absolu de cette décision. Reportage Dieudonné Babatunde, Maké Kapo. Les mototricycles sont désormais interdites de circulation à Parakou entre 18h et 6h du matin. C'est du moins ce qui ressort de l'arrêté municipal en date du 31 octobre 2021. Cette décision de la première autorité de la ville de Parakou fait suite à un ensemble de constats et vise à protéger les populations. Il est à noter que depuis un certain moment, les accidents se sont multipliés sérieusement et pour la plupart, c'est avec ces engins tricycles-là. Surtout lorsque la visibilité est réduite. Ce sont des engins qui, d'abord, leur gabarit dépasse les engins à 2 roues. Et ce sont des engins qui n'ont souvent pas de feu gabarit. C'est-à-dire, la nuit, vous ne pouvez pas faire la part des choses. C'est-à-dire, entre une moto plutôt à 2 roues et le tricycle. Si bien que lors d'un croisement, si vous ne faites pas attention et que vous pensez que c'est une moto à 2 roues que vous croisez, bonjour les dégâts. Vous entrez en collision. Et souvent ces accidents sont mortels. En plus de cela, nous avons constaté aussi que la plupart des vols dans les quartiers reculés se font avec ces tricycles-là. Et c'est souvent la nuit. Allez voir, vous allez penser peut-être que c'est un déménagement. Or, c'est un vol. Nous allons aussi réduire cela. Les griefs qui sont portés aux conducteurs de ce type de moyens de transport de marchandises, qui par ailleurs transportent désormais des personnes, sont fondés. Toutefois, une interdiction de circulation qui plus est en cette période de la journée paraît trop extrême. Par rapport aux décisions, bon, c'est bon, c'est pas que c'est mal, mais tellement que bon. Si peut de nous regarder tellement à nous chercher les propositions qui vont nous arriver toutes là, ça serait un peu bon pour nous. Je vois que c'est un peu bon. Mais d'une part, le problème qu'il y a là, c'est que la plupart des clients, c'est souvent les soirs qu'on arrive à faire les déménagements. Et encore les petits marchés. Souvent, vous allez amener des bonnes dames au marché et le soir, vous allez aller les prendre. Et c'est à partir de 19h qu'on les prend pour les amener à la maison. Donc si nous avons refusé de circuler à partir de 18h, moi je vois que c'est un peu difficile. Et avec ça, nous-mêmes, ça serait un peu difficile pour notre intérêt. Effectivement, la nuit, les tricycles circulent. Donc il faut voir sur ça. Mais si tu sais qu'à telle heure tu vas circuler, s'il y a une déposition au niveau de la police, donc on peut prendre un agrément pour dire bon, voilà, à telle heure, celui qui veut, il vient faire la déclaration au niveau de la police, on lui donne son papier, il peut circuler. S'il dit que chaque tricycle qui circule la nuit doit mettre feu gabarit, on doit avoir feu gabarit, ça c'est une vérité, c'est une bonne chose. Il devait insister sur feu gabarit, mais refuser que les tricycles circulent la nuit, c'est pas une bonne chose. Quoi qu'il en soit, le maire Inoussa Chabizime tient pour l'instant au respect strict de la mesure prise. Nous nous faisons accompagner par le commissariat central. Le commissaire est saisi. Les policiers vont se mettre pour que, à partir de 18h, tout cycliste, tricycle plutôt, roulant sera arraisonné, sera arrêté et vous savez ce qui va s'en suivre. Donc nous invitons nos populations, nos parents, propriétaires de tricycles, nos frères, conducteurs de tricycles à être prudents. Nous tenons à leur vie. C'est vrai qu'ils en font un instrument de commerce, nous ne refusons pas ça, mais la vie n'a pas de prix. Et pour éviter les dégâts très tôt, nous avons pris cette décision-là à travers cet arrêté
pour réglementer un peu la circulation dans la ville de Parakou. S'il est bien vrai que le gagne-pain des concernés prendra un coup, il n'en demeure pas moins que la vie et la sécurité des paisibles citoyens de Parakou et de ses environs importent aussi. Je vous invite à présent à suivre le compte-rendu de votre émission hebdomadaire Dimanche, c'est politique de ce 7 novembre 2021. Dans le condensé, il est question de l'opération de traque contre les maisons closes et les prostituées lancée par la préfecture de Cotonou, du retour des 26 œuvres d'art au Bénin et de la nomination de quelques expatriés à la tête de certaines structures étatiques. Le récit de Diane-Christelle Onyodie. Le hautement social, un concept qui reste incompris de l'opinion publique, en particulier les acteurs politiques. Le modèle économique ici, c'est quoi? Choisi par le gouvernement. C'est un modèle où on contraint tout le monde à l'effort. Il est important que les efforts que nous faisons au niveau de la majorité pour amener non seulement les populations à comprendre ce concept, nous devons davantage le faire auprès des acteurs politiques pour qu'à un moment donné, on arrête d'intoxiquer ou d'aller dans des théories économiques qui n'ont pas forcément une adéquation avec la réalité. Bien avant 2016, en 2015, nous étions dans un contexte économique délicat. Et l'impact social, ce n'est pas prendre un hélicoptère, mettre des billets de banque dedans et passer dans toutes les villes et jeter de l'argent. L'impact social, ce n'est pas ouvrir les pompes, les poches de corruptibilité pour que les gens puissent avoir de l'argent, puissent manger à leur faim, puissent aller même vers le gaspillage. Non. L'impact social, ce que les acteurs doivent comprendre, c'est comment faire en sorte que ces ressources que nous avons pu engager entre 2016 et 2021, nous puissions être capables de les distribuer dans des secteurs à haut impact social. Au cours du duel de ce dimanche 7 novembre 2021, la nomination de certains expatriés à la tête de plusieurs structures étatiques était aussi au cœur des échanges. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché dynamique, nous sommes dans un environnement dynamique et le transfert de compétences, le partage d'expérience est très important. On a peut-être fait un diagnostic où on a estimé que pour mettre en œuvre un certain nombre de priorités, il était important de faire appel à des compétences extérieures. Des compétences, il faut les chercher où est-ce qu'elles se trouvent. Si on avait eu ces compétences qui répondaient non seulement en termes de qualification professionnelle, mais en termes de savoir-faire et de savoir-être, et qui répondaient à un certain nombre de paramètres pour avoir ces postes-là, je pense que progressivement, on va leur permettre d'aller vers cela. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas ces compétences-là. Nous avons des cadres dans notre pays, nous avons de la ressource, mais il y a un certain nombre de paramètres qui rendent qui permet aujourd'hui de dire, par rapport à cela, des gens faits ailleurs, il faut les mettre là et faire en sorte que nos concitoyens puissent apprendre davantage d'eux. Questionner le rôle de l'État. Jusqu'à quelle limite l'État peut-il réguler les mœurs? Quelle est la nature réelle du phénomène de prostitution? Ce sont autant de questions auxquelles le spécialiste des questions de changement social a apporté de réponses sur l'entretien de ce dimanche. La question de la prostitution est une question sérieuse, fondamentale et très utile. Il revient à l'autorité de jouer sa partition parce que on a constaté ces derniers temps, ces dernières années que effectivement il y a beaucoup d'impondérance, il y a beaucoup de biais dans l'activité. Mais ce rôle ne peut pas être un rôle de fermeture. Aller jusqu'à dire qu'on ferme avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement des téléphones portables, avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Plusieurs boulevards de communication, de stratégie, de négociation existent aujourd'hui à telle enseigne qu'on peut seulement évoquer le mot réduire et non supprimer. Supprimer, on ne peut pas. Feriol Adoukonou pense que la question de la prostitution est un phénomène sociologique. Tout le monde n'y va pas parce qu'on a juste envie de se faire de l'argent. Non. Il y a des problèmes de nymphomanie. Il y a la question de l'emploi qui se pose. Il n'y a pas que les filles de joie qui se donnent du plaisir. Il y a des hommes, même mariés, qui vont se faire du plaisir parce qu'ils ont aussi un problème à régler dans leur subconscient. La question de la reconversion, est-ce que ça a été pensé? Il fallait d'abord le faire, sensibiliser, avant même de passer à la répression, si il doit y avoir répression. Je ne suis pas contre l'intention d'arrêter cela, mais je suis contre la manière, la procédure. En tant que préfet, on doit mûrir des réflexions pour poser les jalons d'abord. D'abord, il y a la crise générale, il y a la cherté de la vie, il y a le chômage qui prend de l'ampleur. L'État établi n'interdit pas la prostitution parce que ça règle des problèmes sociologiques énormes. Le socio-anthropologue insinue que le préfet Alain Roula est dans son rôle
mais qu'il doit mettre de bémol en privilégiant 3 choses afin de réduire ce phénomène qu'est la prostitution, un sujet qui fourmille dans la société. Nous allons demander à l'autorité de privilégier la communication, de privilégier les complicités pour pouvoir négocier et de trouver un consensus pour que l'activité soit réorganisée, pour que l'activité soit formalisée et non chercher à totalement supprimer. Rester dans le rôle de la suppression, mais savoir qu'il ne peut jamais atteindre ce but. L'autre sujet brûlant de l'actualité qui a été abordé sur l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche avec les invités de Théodule Roussat est celui du retour des 26 œuvres culturelles qui ont été retrocédées par la France. Aller dans un musée, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc, avec le retour de ces œuvres-là, il faut inculquer. Pourquoi ne pas imposer les sorties dans les écoles pour pouvoir voir les œuvres qui sont revenues? Mais c'est un loisir que d'aller visiter un musée. Le problème se pose, c'est que le Béninois ne vit pas. J'étais dans une prière pour qu'on dise désormais que l'administration ferme à 16h. Et le reste du temps, vous pouvez aller faire du sport. Vous pouvez véritablement aller vous divertir. C'est pas pourquoi le Bénin est stressé partout. L'administration ne fonctionne pas bien parce que le Béninois est stressé. Ces éditorialistes ont par ailleurs salué la semaine culturelle qui a eu lieu au musée Quai Branly Jacques Chirac à Paris, tout en soulignant que le Bénin a des valeurs que nous devons promouvoir et donc le retour de ces 26 œuvres culturelles doit être une occasion véritable pour penser. Autre élément dans ce journal, célébration ce samedi 6 novembre 2021 à Cotonou, des noces d'émeraude du Lions Club Cotonou Doyen. Après 40 années d'existence, les présidents et membres ont marqué d'un cachet spécial l'événement. Reportage, Aziza Chamou, Prudence Koussouran, Paul Estessa aussi. Le Lions Club Cotonou Doyen a 40 ans d'existence. Il célèbre ses noces d'émeraude. 40 années au cours desquelles les lions et lionnes se sont montrés engagés et déterminés à poursuivre leurs nombreuses actions au service de l'humanité. En entame, un bref rappel de la jeunesse de ce club a été fait par son président. Dahomey a vu naître son premier club lion le 27 juin 1960, parrainé par le club de Douala. La charte sera remise le 15 février 1961 par le gouverneur Jean Viassi au président fondateur Jean Dujardin. Après 40 ans d'existence assidue, notre club Cotonou Doyen compte aujourd'hui 56 membres, dont 52 hommes et 4 femmes, 37 membres actifs, 4 membres éloignés, 6 membres privilégiés, 2 membres affiliés, 7 membres à vie. Cette répartition ne traduit pas véritablement la réalité en ce qui concerne les membres actifs. En effet, la situation de l'effectif du club constitue l'un des plus grands défis à relever dans les jours à venir. Et pour que ce défi soit relevé, l'implication de tous les maillons de la chaîne s'avère nécessaire. À cette célébration des 40 années d'existence du Lions Club Cotonou Doyen, le bilan du chemin parcouru a été dressé, de même que des perspectives lancées. Mais les pionniers n'ont pas également tari de propositions et de suggestions. 40 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien. C'est ce que j'appelle des noces d'émeraude. Tout à l'heure, le pasteur président a parlé du rôle des lions dans la vie du club Cotonou Doyen. Je voudrais à mon tour dire au président du club et à tous les membres, il y a eu des clubs créés par Cotonou Doyen. Ce n'est pas une fête fermée. Je souhaite aux uns et aux autres de passer d'agréables moments. Nul ne serait de trop. Je souhaite que le club doyen connaisse toujours cette propension dans la joie, l'amitié et la solidarité. L'un des temps forts de cette célébration a été la coupure du gâteau, marquant le 40e anniversaire de ce club. Une soirée de gala a été également organisée par la même occasion. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Les écrivains africains étaient à l'honneur ce dimanche 7 novembre, date retenue pour la commémoration de la Journée internationale de l'écrivain. L'objectif est de reconnaître la place des auteurs dans la société et le rôle capital qu'ils jouent
pour le développement de la littérature. À la faveur de cette journée, la rédaction y a consacré un magazine. Stanislas Samoa s'est intéressé à la situation de l'écrivain béninois et les défis auxquels il est confronté. Suivez plutôt. 7 novembre, journée internationale de l'écrivain africain. Une célébration qui a vu le jour en 1992 à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, la Pan-African Writers Association. Mais qui appelle-t-on un écrivain? L'écrivain, c'est celui qui produit une œuvre littéraire. Et les 5 catégories, les 5 genres littéraires les plus connus, le roman, la nouvelle, le conte, le théâtre et la poésie, c'est quelqu'un qui produit et puis on ajoute l'essai. Les chroniqueurs littéraires, habitués à recevoir des auteurs sur leurs émissions, sont unanimes sur un aspect: l'écrivain béninois n'est pas logé à une bonne enseigne. La situation était très morose. La situation de l'écrivain au Bénin est très malheureuse, très très malheureuse. Je ne le dis pas avec un accent syndicaliste, je le dis parce que c'est le constat qui se fait. La situation est quand même difficile à apprécier globalement. Il y en a qui s'impliquent dans ce qui se fait, il y en a qui restent en marge de ce qui se fait. Et donc voilà, globalement, chacun selon sa fortune personnelle, quoi. Toutefois, depuis peu, les lignes ont commencé par bouger. La politique autour du livre connaît une réorganisation progressive, ce qui augure d'un lendemain meilleur à moyen et à long terme. D'hier à aujourd'hui, les choses ont commencé à quelque peu changer. On est de plus en plus dans une dynamique de professionnalisation des acteurs du livre. L'écrivain béninois est en bonne situation depuis, je dirais, 4-5 ans. Plus revigorante actuellement pour l'écrivain béninois. De jeunes auteurs ont émergé ces dernières années aux côtés de leurs aînés de la génération intermédiaire. Sur la qualité de leurs plumes, le constat est mitigé. Oui, j'ai la chance, de par mon activisme, de constater qu'il y a assez de qualité, de constater qu'il y a assez de plumes et de constater que voilà, de jeunes auteurs, on en a, que l'avenir de la littérature, elle est garantie parce que des plumes de qualité, ça existe. Ce que je note, c'est qu'il y a du bon et du moins bon. Il y a de ces jeunes qui quand même ont une très belle plume, qui nous promettent en tout cas un avenir radieux. Les écrivains béninois n'ont pas une plume spécifique, spéciale, mais ils écrivent comme ils le sentent. Et c'est dû au fait qu'on a eu quand même des années, de grands aînés, de grands écrivains aînés qui ont écrit, qui ont eu une belle plume, qui font que le quartier latin dont on parlait est en train de revivre actuellement avec la plume des écrivains béninois. Le lecteur béninois constitue un maillon essentiel, non moins négligeable, de la chaîne du livre. Quant à la question de savoir si le béninois s'intéresse à la lecture, les avis sont partagés. Les Béninois lisaient. Il y a eu un moment où ils ont perdu l'habitude de lire parce que ils ne pouvaient plus, il n'y avait plus d'œuvres à lire, ou il y avait des œuvres à lire, mais la plupart des gens qui lisaient, ce sont des gens qui vont à l'école, donc qui ne lisent que les œuvres au programme. Même si aujourd'hui les gens pensent que on ne lit pas, mais c'est faux. On lit. Ceux qui doivent lire, lisent. C'est comme si quelqu'un s'énerve, un amoureux du football s'énerve pour dire ben, les femmes ne suivent pas le foot. Ce n'est pas un truc des femmes, a priori. Donc, si la lecture n'est pas l'apanage de quelqu'un, vous n'allez pas lui reprocher de ne pas lire. Des initiatives qui font la promotion du livre au Bénin sont légion et cela participe à la vitalité du secteur. Je prends pour exemple le Grand Prix littéraire. C'était le prix du président, c'est devenu le Grand Prix littéraire, c'est pris en compte. On a par exemple en cours le Grand Prix littéraire du Bénin qui va livrer son verdict à la fin de cette année. On a un certain nombre d'initiatives privées aussi qui se font toujours des concours littéraires. Tout cela contribue à un réel épanouissement de la chaîne du livre. À la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain, une question majeure autour de la chaîne du livre. Comment est-elle composée et structurée dans notre pays? Là encore, l'écrivain est loin de s'en tirer à bon compte.
Quand l'éditeur finit de concevoir le bouquin, il faut que l'écrivain aille discuter encore avec l'imprimeur pour la multiplication de son bouquin. Du coup, à la fin du processus de fabrication du livre, l'auteur se retrouve encore avec les bouquins sous les bras. Quand vous voyez un peu comment est-ce que le système il fonctionne au Bénin, l'écrivain doit faire encore les va-et-vient entre le libraire, sa maison, etc., pour pouvoir justement faire écouler quelques exemplaires. Vous voyez la chaîne, les tracasseries qu'ils sont réservées. Parfois, c'est de la grosse galère qui doit être écrivain au Bénin. Écrire est un art. Les écrivains béninois sont productifs ces dernières années. La conjugaison de leurs efforts et l'accompagnement continu de l'État aideront à mieux réorganiser ce secteur essentiel au construire social et intellectuel du béninois. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Nestor Rougnon. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebenin.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche E-Télé-Bénin. E-Télé, avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h, avec Grâce à Valigué.